Mais pour nourrir ce débat, nous avons également invité le président de la Commission nationale des droits de l'homme du Luxembourg, qui préside donc un organe qui a eu l'occasion de réfléchir sur ces questions-là et qui a émis un avis. Et ce que je vous propose pour nourrir ce débat, c'est d'écouter M. Prégnot pour qu'il puisse nous donner la position à la fois de la Commission et la sienne et commenter le débat auquel nous venons d'assister. Donc, tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'accorder ce temps de parole. Et je voulais féliciter aussi le Max Planck Institute pour l'organisation de cette manifestation. Je trouve que c'est très utile. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai un cerveau qui n'est pas formaté comme celui des juristes. Je suis de formation psychologue et donc j'ai toujours beaucoup de choses à apprendre. J'y reviendrai encore dans la suite. Donc, la Commission consultative des droits de l'homme est un organisme qui dépend administrativement du Premier ministre, mais qui ne reçoit de consignes de qui que ce soit. Et parmi la multiplicité des missions que nous avons, donc une mission qui prend beaucoup de temps est celle de l'élaboration d'avis par rapport à des projets de loi. Et nous fonctionnons aussi dans une logique de multidisciplinarité, ce qui peut expliquer pourquoi, par rapport à notre mission, c'est un psychologue actuellement qui a la présidence. Et je trouve que c'est très important de réfléchir sur ces phénomènes pour éviter aussi ce compartimentage des savoirs et que nous restions toujours dans cet échange. Je ne vous cache pas que j'ai eu des sueurs froides et chaudes quand je me suis rendu compte que j'étais le seul intervenant pour qui le droit n'est pas la profession. Et donc, je ne vais pas m'avancer sur le terrain de vos débats. J'ai écouté, je me suis fait des idées. Je vais essayer de transmettre cela à mes collègues, mais je vais leur dire aussi, surtout aux juristes qui font partie de notre groupe, qu'ils auraient mieux fait de venir et vous écouter plutôt que d'écouter ce que moi j'ai à leur dire. Par rapport à la question de l'état d'urgence, la CCDH, la Commission, ne s'est pas exprimée pour une raison tout simplement de gestion des ressources que nous avons et de choix de priorité. Nous en avons parlé et la question était naturellement, la question ou l'affirmation très importante était celle de dire que l'état d'urgence doit rester quelque chose de tout à fait exceptionnel et que cela doit toujours faire l'objet d'un contrôle de proportionnalité, de nécessité, mais je crois que c'est quelque chose qui a beaucoup été évoqué ici. Au contraire, nous nous sommes exprimés sur le projet de loi qui prévoit de renforcer l'arsenal législatif pour contrer le terrorisme. Et quand nous analysons ces textes, nous réfléchissons toujours sur l'impact que ces lois pourraient avoir sur les droits de l'homme. De façon générale, la perception des membres de la CCDH était que ce projet de loi n'était pas assez précis, manquait de profondeur. Une des questions qui a été évoquée, qu'est-ce que ça signifie, l'urgence? Et puis l'extrême urgence, est-ce que c'est un état de grande émotionnalité, de grande émotivité de la part de nos gouvernements qui se sentent dépassés par les événements? Est-ce qu'on peut définir à partir de quel moment il est important donc de parler d'urgence ou alors d'extrême urgence? Nous avons aussi estimé que les garanties n'étaient pas suffisantes pour protéger le droit à la vie privée des citoyens. Et une des questions essentielles qui se posait aussi à nous, une des critiques, c'était aussi qu'il était inadmissible que des personnes que des citoyens n'aient pas le droit, à certains moments de la procédure, n'aient pas le droit d'être assistés par un avocat. Alors, au-delà de cette question, je voudrais faire 2 ou 3 remarques, n'est-ce pas? Nous sommes toujours posé la question, mais si toutes ces mesures-là avaient existé auparavant, est-ce que nous serions sûrs que cela aurait permis d'éviter des attentats terroristes? Et là, nous avons beaucoup de doutes, parce que si nous analysons ce qui s'est passé aussi bien à Paris qu'à Bruxelles, ce qui est ressorti, c'était aussi une très sévère critique des services de renseignement. C'était la guerre entre différents services de renseignement. C'était la concurrence entre les services de renseignement d'un pays et ceux d'un autre. Donc, il y a eu beaucoup de couacs dans les démarches. Et quand on analyse
comment ces gens qui avaient préparé des actes terroristes ont pu passer à travers tous les contrôles, il faut se poser la question si rendre plus efficaces les interventions qui peuvent être faites, est-ce que cela ne va pas déjà aussi permettre de contrer donc, le terrorisme? Je voudrais faire une remarque, et là je repasse sur mon terrain, qui est celui de psychologue. Stephen Braun l'avait évoqué à un certain moment. Donc, moi, je m'intéresse beaucoup à la biographie des personnes qui font ces attentats. C'est quelque chose où je vais toujours rechercher. Coulibaly, ce monsieur qui a été un des auteurs des attentats Charlie Hebdo, n'est pas quelqu'un qui a été scolarisé dans une école de l'État islamique. Il a été scolarisé à l'école de la République française. Il a fait un tour d'un grand nombre de foyers d'accueil. C'est le domaine où je travaille. Il a été incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis, où en 2008, c'est une des personnes qui a filmé en cachette les conditions d'incarcération des détenus, et ce qui lui a valu une dédicace dans un livre qui est sorti justement au sujet du traitement pénologique dans cette prison. Tout cela n'est pas une excuse ou une justification, mais je crois que nous devons nous poser la question quant à savoir qu'est-ce qui fait que dans nos sociétés que nous souhaitons démocratiques, que nous concevons aussi dans ce sens-là, il puisse arriver ces choses-là. Abdeslam, c'est simple de dire que c'est un voyou. C'est simple de dire qu'il a l'intelligence d'un cendrier ou je ne sais pas quoi. C'est un des effets de manches verbaux d'un avocat qui a voulu, encore une fois, paraître dans les médias. Mais qu'est-ce qui fait que cette personne qui a été scolarisée dans les écoles du Royaume de Belgique passe dans le terrorisme? On arrive là, et c'est simple de dire qu'il souffrait d'une intelligence déficiente, qui s'est laissé entraîner. Donc ce sont des questions qui, à mon avis, sont très importantes aussi à se poser pour comprendre aussi quelle est la dose d'injustice que nous créons avec nos modèles sociétaux, et de réfléchir non pas seulement sur les actes qui sont commis, mais aussi sur le chemin qui fait que des personnes en arrivent à ce point-là. Alors je crois que c'est M. Beaver qui à un moment avait dit que pour certaines personnes, la sécurité, ça faisait un peu partie des libertés. Mais il a dit c'est pas possible. Mais moi, le psychologue que je suis, je sais que le besoin en sécurité chez les individus est quelque chose de très, très important. Ça fait vraiment partie de la grammaire des êtres humains. On n'entend pas tellement ça, surtout dans les sociétés soi-disant évoluées, où on a plutôt tendance à vouloir s'émanciper, à acquérir l'autonomie. Mais quand je rencontre des personnes, aussi dans mon travail, je suis toujours surpris combien derrière cet affichage de cette grande liberté se trouvent des personnes qui ont un profond besoin en sécurisation. Et donc, ce que moi je pense qui arrive avec ces attentats, c'est que cela prend quelque part en otage aussi le psychisme des citoyens et des citoyennes, et que cela déclenche une vague d'angoisse et de peur, et que cela met en crise finalement ce besoin que nous avons tous de vivre dans un environnement sécure, comme nous disons, et qui soit rassurant. C'est pour moi un fondamental de la personnalité de tout un chacun. Et je voudrais brièvement vous faire part aussi d'une expérience. J'étais à Paris le 15 novembre et mes pas m'ont inexorablement conduit place de la République, et donc je me suis retrouvé devant le Bataclan dans cette atmosphère de désolation et de tristesse avec plein de monde qui pleurait. Et je me suis senti aussi submergé par toutes ces émotions. Et ce qui est arrivé après, donc je suis resté là une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est quand je suis parti, je suis descendu dans le métro et j'ai eu peur. J'ai eu peur et j'ai regardé autour de moi et je me suis dit, est-ce qu'un attentat pourrait aussi arriver ici? Et un monsieur marocain, avec un long manteau, est passé à côté de moi et je me suis surpris de penser, est-ce qu'il pourrait faire un attentat?
Quand je suis rentré à mon hôtel, j'ai eu honte de moi. Et je m'en suis voulu d'avoir eu ces pensées-là, mais je n'ai pas honte aujourd'hui de le dire parce que cela rejoint aussi cette réflexion. Et ça, je voudrais aussi vous inviter, vous et nous, tout le monde, qu'est-ce que nous pouvons faire pour rassurer aussi nos concitoyens et nos concitoyennes sur les dangers réels qui peuvent exister, et que je pense qu'il y a tout un travail aussi à faire. Et là, c'est aussi un peu la mission de la CCDH, et aussi un engagement que j'ai moi, c'est un engagement pour les droits de l'homme, et dire que le respect des droits de l'homme et le respect d'un état de droit fort est aussi un instrument qui permet de contrer le terrorisme, et que donc dans tous les cas, cela vaut la peine aussi d'être vécu. Alors 2 points encore. Un, c'est une pub. Donc je vous ai tous repérés maintenant. Le 4 juillet, nous avons invité Stéphane Braun pour, je dirais pour vous, à continuer. C'est un pub en dissuasion. Non, c'est un pub. Laissez-moi parler. Hein. Laissez-moi faire. Je dois recommencer là. Il a tout perturbé. Non, Stéphane Braun qui va nous parler. Nous avons choisi délibérément un titre provoquant. Hein. Pour votre sécurité, vous n'aurez plus de liberté. Ça va avoir lieu ici. Et donc, nous avons invité des discutants. Un collègue m'a dit, le terme discutant n'est pas connu au Luxembourg. Ben, il est à partir d'aujourd'hui. C'est des gens qui ne devront pas dire à Stéphane, mais vous avez raison, béni, oui, oui, etc., mais qui pourront aussi dire, non, tout à fait faux, nous voyons les choses différemment. Et donc, Robert Biver sera de la partie. Denis Couteau, l'historien, et Claude Weber, qui a écrit un long texte aussi sur la question de l'état d'urgence. Alors, on a beaucoup parlé de Cattenom, n'est-ce pas? Voilà, je voulais aussi dire une chose. C'est quand même assez impressionnant, n'est-ce pas, l'impact de ces attentats. La probabilité que je meure ce soir d'un accident de voiture est beaucoup plus grande que celle que je puisse mourir d'un attentat. Et comme je fais de la moto, si j'étais venu en moto, cette probabilité de mourir d'un accident de moto serait décuplée. Et la probabilité aussi que je gagne à la loterie nationale, je ne joue jamais, n'est-ce pas, est beaucoup plus grande que celle que je puisse être victime d'un attentat. Et le 3e point, c'est que la probabilité qu'il y ait un incident à la centrale nucléaire à Cattenom fait aussi que cela crée un risque beaucoup plus grand que le risque qui pourrait exister suite à un attentat terroriste. Donc je dis ça un peu en termes de boutade, mais ça ne l'est pas seulement. Je pense aussi que dans nos discussions, nous devons quelque part relativiser aussi l'impact et ne pas transmettre à la société, aux citoyens et aux citoyennes que nous vivons dans un monde où dès que nous sortons d'une salle, il y a la mort qui guette, et que nous devons donc à ce moment-là nous prémunir. C'est-à-dire déjà, avant que ça n'arrive, créer un mal pour éviter, créer un mal pour éviter un mal qui, en fin de compte, est assez probable. Donc, j'aurais envie de tous vous solliciter à agir aussi dans un sens pédagogique et éducatif, à transmettre quand même que cet état dans lequel nous vivons est en mesure de créer de la sécurité, et qu'il y a des choses qu'il faut revoir pour peut-être encore augmenter cette sécurité, mais que quelque part, ça vaut la peine de vivre ici. Je vous remercie. Donc, le dernier mot. Le dernier mot sera pour le doyen de la faculté des, dites-moi, droit, éco et finances, Monsieur Stéphane Braun, c'est à vous. Merci beaucoup. Ça, c'était une longue discussion, donc je vais essayer d'être très, très bref. C'est une discussion aussi très enrichissante et oui, qui a comporté en fait tous les aspects dont il faut parler. Laissez-moi résumer en trois points. D'une part, premier point, il y a un aspect politique général auquel nous sommes confrontés en ce moment, qui met de nouveau en contexte la discussion portant sur l'état d'urgence. Ce contexte politique actuel européen, c'est de sorte que les libertés et les droits fondamentaux sont définitivement mis en question
sur le nouveau politique dans plusieurs pays, dans plusieurs États membres de l'Union européenne. Donc on a eu les élections en Autriche, on a les tendances de AFR en Allemagne, on a le Front National en France. Donc tout ça démontre que nos constitutions et les droits fondamentaux sont quelque chose qui sont très fragiles et qui sont tout d'abord à défendre contre des pouvoirs politiques. L'histoire, et ça je vous dis aussi en tant qu'Allemand avec l'expérience derrière, l'histoire démontre que ceux qui ont inventé l'état d'urgence en tant qu'instrument constitutionnel sont les derniers qui sont soumis aux mesures de cet état d'urgence. Donc l'état d'urgence a la tendance, un peu con, de se diriger contre ceux qui l'ont inventé et introduit dans la Constitution. C'est ça le risque. Ce n'est pas un instrument politique neutre, c'est un instrument politique qui peut se diriger vers la Constitution, vers la démocratie en soi. Donc on peut parler toujours par rapport aux éléments, c'est absolument nécessaire de le faire, mais il faut garder ça en vue que c'est un instrument constitutionnel qui a la tendance de détruire, de diluer la Constitution en soi. Deuxième point, et ça a été très intéressant, vous avez toujours discuté, il y a deux voies de droit pénal, ou de droit en général, ce qui concerne la lutte antiterroriste. Il y a la voie de l'état d'urgence, et il y a la voie du droit pénal commun. Et l'état d'urgence a été compris en tant que voie qui est là pour lutter ou pour combattre l'ennemi, donc ceux qui mettent en question nos valeurs, d'une part. Et d'autre part, il y a le droit pénal commun qui est là pour trancher, pour avoir des réponses à une criminalité entre guillemets normale. Et la solution qui a été proposée, c'est parfois de dire, bon, on peut réconcilier ces deux voies en introduisant certaines mesures de l'état d'urgence dans le droit pénal commun. Ce qui veut dire que nous élargissons le champ d'application du droit pénal de nouveau, mais ce qui démontre aussi au-delà des frontières, au-delà des restrictions de l'état de droit. C'est ça le risque. Il n'y a pas une voie droit pénal commun, il y a une voie, l'état d'urgence ou droit pénal qui se dirige contre les ennemis. Non, il y a un droit pénal qui est justifié par les principes fondamentaux, qui est un droit pénal commun, qui a des restrictions nécessaires, et ça, ce sont des restrictions nécessaires sur lesquelles nous devons nous appuyer pour avoir une réponse propre pour la criminalité, même la criminalité la plus grave qu'on peut s'imaginer. Troisième point, je ne sais pas si vous connaissez le dernier CD de Renaud. Vous connaissez ? Chanteur français, peut-être, vous connaissez. Il y a une chanson là-dessus qui s'appelle « J'ai embrassé un flic ». Et il décrit là-bas la situation après les attentats de Paris. Et donc la chanson, en fait, dit que c'est à la fin le respect de nous tous devant les principes fondateurs de notre état de droit, de la démocratie, qui nous défend contre ceux qui mettent en question ces valeurs. Donc la réponse à ceux qui mettent en question les valeurs, soit les terroristes, soit des groupes politiques qui mettent en question ces valeurs démocratiques, c'est de se concentrer sur nos valeurs et de les défendre. Et je crois que l'état d'urgence est plutôt une réponse symbolique qui base sur la tendance d'avoir oublié qu'il y a des valeurs à défendre, tout d'abord, et que nous devons nous battre pour défendre ces valeurs-là. Et fait partie de ces combats pour nos valeurs qu'il y a tout d'abord une politique responsable du niveau socio-économique qui assume leurs responsabilités pour éviter qu'il y ait des banlieues, comme à Paris, Saint-Denis, en Belgique, à Molenbeek, en Allemagne, à Gelsenkirchen et Dortmund, où on est confronté avec une cohorte, une génération perdue, pour lesquelles les valeurs de la liberté ne sont plus existantes ou sont existantes juste pour les autres.
Et c'est ça, doit assumer notre responsabilité par rapport à cette génération. C'est ça qui est définitivement important pour la lutte antiterroriste. À cet égard-là, l'état d'urgence ou la discussion en état d'urgence, c'est que symbolique. Ce qu'il nous faut, c'est une stratégie forte qui met en valeur nos principes fondamentaux pour qu'on puisse les défendre effectivement. Je vous remercie pour la discussion et aussi pour votre attention. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Vous avez le dernier mot. J'aimerais juste dire que cette table ronde, le débat, l'échange est enregistré et va être diffusé sur les ondes du 100,7 le 5 juin à 18h30. Voilà. On va parler. Bien, c'est ce que je souhaitais que vous annonciez. Il me reste simplement à vous inviter tous à partager un cocktail qui nous attend dehors pour nous délasser après cette discussion fort sérieuse, ce qui n'empêche pas de la poursuivre parce qu'elle est extrêmement importante. Ma seule tâche à présent est de remercier les participants à la table ronde de s'être largement prêtés au jeu et notamment Monsieur Baudry qui a accepté d'être relativement seul au milieu de cette table ronde. Je m'en doutais un peu. Là. Mais qui a fait face avec bravoure. Tous les autres intervenants, ce qui comptait bien sûr, vous l'avez tous compris, c'était l'argumentation, c'était le dialogue. Je crois que ce qu'on a voulu démontrer aujourd'hui, c'était que l'échange était particulièrement important, qu'au bout du compte, tout le monde a le même objectif, mais que personne n'est tout à fait sûr de la meilleure manière d'atteindre cet objectif, qui est avant tout la défense de notre état de droit et la sauvegarde de ce qui nous paraît le plus fondamental dans le système dans lequel nous vivons. Je remercie très vivement Radio 100.7 et Mick Entringer pour avoir animé aussi gracieusement et efficacement ce débat. Je remercie Michel qui en a eu l'idée, je remercie Nathalie qui l'a aidé à l'organiser notamment, et je remercie aussi Sabrina, Martina et tout le personnel de l'Institut qui a permis l'organisation efficace, comme d'habitude, de cette manifestation scientifique. Nous espérons pouvoir vous accueillir à d'autres occasions et nous espérons que vous aurez envie de revenir. Bonne fin d'après-midi.